Bonjour, ravi de vous retrouver dans Questions politiques, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée sur France Info la télé et en partenariat avec le journal Le Monde. Après 15 jours de barrage, les agriculteurs ont donc décidé de suspendre leur mouvement. Mais pour combien de temps? Le Salon de l'agriculture, dans 3 semaines, nous montrera à coup sûr si cette crise agricole est désormais derrière nous ou pas. En attendant, c'est l'environnement qui a trinqué entre des paysans très remontés et une écologie difficile à faire appliquer. Le gouvernement a manifestement tranché, mais avec quelles conséquences pour les prochaines élections européennes? Elles ont lieu dans 4 mois. Qui sort vainqueur de cette séquence? Qui a marqué des points? Qui a réussi à convaincre le temps de ce mouvement? La vice-présidente de Reconquête, Marion Maréchal, tête de liste aux élections européennes, est notre invitée ce dimanche dans Questions politiques, en direct et jusqu'à 13h. Questions politiques. Karine Bécard sur France Inter. Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous serons 3, comme chaque dimanche, pour vous interviewer. J'ai à mes côtés Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour à toutes et tous. Et Françoise Fressoz. Bonjour Françoise. Bonjour à toutes et tous. Du journal Le Monde. Je vous propose de commencer cette émission, comme chaque dimanche, avec vos images de la semaine. Vous allez nous raconter ce que vous avez repéré dans l'actualité. Marion Maréchal, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez sélectionné en particulier? Alors moi j'ai sélectionné une image prise par l'un de nos assistants parlementaires au Parlement européen qui représente en fait des barbelés qui ont été installés à l'entrée sur la cour du Parlement européen en prévision de l'arrivée des tracteurs, des manifestations d'agriculteurs. Et donc je trouve cette image à la fois terrible et particulièrement parlante parce qu'on a d'un côté un Parlement européen qui se barricade et qui met des formes de frontières et des barbelés pour se protéger des agriculteurs dont il organise la mort, et qui dans le même temps ouvre toutes ces frontières à la concurrence déloyale qui précisément font mourir ces agriculteurs, ne protège pas nos frontières physiques extérieures face à l'afflux inédit de migrants clandestins, notamment en 2023. Je rappelle, il n'y a jamais eu autant de migrants clandestins en 2023 à l'entrée des frontières européennes. Donc pour moi, c'est l'incarnation de la faillite européenne et de la faillite de la promesse de l'Union européenne, d'où l'importance des élections le 9 juin prochain. Allez, le ton est donné. On va bien sûr reparler très largement de cette crise du monde agricole et des solutions européennes qu'on attend. Françoise Fressoz, votre image à vous, qu'est-ce que vous avez observé cette semaine pour nous? Alors, c'est une photo de la grève qui a eu lieu à l'Éducation nationale jeudi. Et on voit sur cette photo une manifestante qui brandit une pancarte « Liberté, égalité, fraternité » rayée. À côté, il y a marqué « Travail, famille » et groupe de niveau. Et puis derrière, on voit aussi une autre pancarte « ODA, casse-toi ». Et au fond, l'interrogation qu'on a, c'est qu'est-ce qui se passe à l'Éducation nationale aujourd'hui? Il y a une nouvelle grève encore mardi. Donc, est-ce que c'est une séance de bizutage assez rude d'Amélie Oudéa-Castéra, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, qui a eu pour tâche de succéder au très médiatique et très populaire Gabriel Attal, et qui a fait des bourdes dès son arrivée et qui est donc sur la sellette? Et puis, est-ce que c'est plus profond que ça? Au fond, est-ce qu'il y a une remise en cause de la politique même qu'avait initié Attal sur notamment les groupes de niveau? On n'a pas la réponse. Alors, ça pèse sur la nomination de la prochaine vague au gouvernement, parce qu'on se dit, avec impatience, est-ce que la ministre va pouvoir tenir ou pas? Mais dans tous les cas de figure, c'est pas bon. C'est pas un bon signal pour le gouvernement, parce que l'éducation nationale, c'était l'objectif prioritaire d'Emmanuel Macron pour la fin de son quinquennat. Et par ailleurs, il y a des vraies difficultés au sein de l'éducation nationale, de recrutement, de niveau. Il y a même une sorte de doute des Français sur l'éducation nationale, ce qui suppose que si on essaye de relever le chantier, on ait un minimum de consensus autour des objectifs et des moyens d'y parvenir. On avait cru avec Gabriel Attal que ce consensus existait, et là, c'est en train de se briser, et c'est assez ennuyeux, parce que si vous voulez remonter la pente, c'est sur 10 ans minimum, donc c'est une certaine continuité, et donc on est à un moment très important, à mon avis, sur l'éducation nationale aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'éducation nationale, Marion Maréchal? Attendez, je vous pose une question quand même, je vais essayer. Allez-y. Est-ce que l'éducation publique est en trop net recul? Est-ce qu'il faut donner plus de clés à l'éducation privée? Où est-ce que vous vous situez? Non, je suis désolée, je réagis vite parce qu'en fait, je trouve cette image extraordinaire. C'est-à-dire que on la voyait à l'instant. C'est-à-dire que donc c'est cette professeure qui manifeste donc contre les annonces, qui a donc cette pancarte où est barré liberté, égalité, fraternité, et en parallèle, elle dénonce le fait qu'il y aurait travail, famille, groupe de niveau. Parce que le travail à l'école, c'est pas bien. La famille dans la société, c'est pas bien.
et les groupes de niveau, c'est-à-dire permettre à des enfants un peu moins bons d'être pris en charge correctement et à ceux un peu meilleurs de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est pas bien. Pour moi, cette image, c'est l'incarnation de ce qui est en train de détruire l'école, c'est-à-dire la gauche culturelle, dans les syndicats, dans l'administration de ce mammouth éducatif à l'œuvre depuis des décennies et qui nous ont conduits dans le mur, c'est-à-dire là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire l'effondrement dans tous les classements, que ce soit en mathématiques ou en français, du niveau scolaire. Donc ça veut dire que vous préférez l'école privée ? Moi, je vais vous dire, moi j'ai envie de sauver l'école publique, sauf que j'ai une méthode pour cela qui est radicalement différente de celle qui est proposée depuis des années à travers des demi-réformettes qui ne donnent jamais grand-chose et puis surtout qui se heurtent systématiquement à l'opposition justement de ces syndicats de professeurs et à l'administration. Moi, je crois qu'au contraire, pour forcer au droit d'inventaire de l'école publique, pour forcer à sa réforme, il faut ouvrir la concurrence avec l'école privée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une rétention des ouvertures des écoles privées. Je rappelle qu'aujourd'hui, il n'est pas possible d'aller au-delà de 20% des enfants scolarisés dans le privé sous contrat. C'est une espèce de pratique mise en place par l'administration et l'État français, qu'en dehors de la loi d'ailleurs, il y a beaucoup de contraintes juridiques et fiscales qui font que le privé ne peut pas se développer dans notre pays. Or, moi, il y a 7500 établissements, ça représente 18%. Mais il y a une situation quasi monopolistique de l'enseignement supérieur. Et moi, je crois au contraire qu'il faut libérer l'enseignement privé à la condition, je précise bien cela, que cela ne provoque pas évidemment une discrimination pour les familles qui n'auraient pas les moyens d'y avoir accès. Donc si on ouvre la concurrence avec le privé, il faut alors en parallèle mettre en place l'équivalent d'un chèque éducation ou d'une défiscalisation de ce que coûterait évidemment l'accès au privé pour ces familles. Juste une ou deux précisions sur votre chèque, ou plus exactement. Vous voulez ouvrir aux écoles sous contrat, hors contrat. Est-ce que vous voulez qu'il y ait un contrôle sur ces écoles à qui vous déléguez, à qui il y a une délégation de service public ? Les deux. Moi, c'est-à-dire que je veux permettre de faire vivre la liberté constitutionnelle qui est celle de la liberté d'enseignement. Je pense que au-delà des non, pas du tout. Une école mais il faut toujours un contrôle. Musulmane, rigoriste. Ah non, mais il faut toujours un contrôle. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les ouvertures de classe, qu'elles soient sous contrat ou hors contrat, sont très limitées dans notre pays. Parce que les écoles n'ont pas les moyens. Par exemple, les écoles hors contrat ne peuvent pas être subventionnées. Elles n'ont pas accès, par exemple, à la taxe, au bénéfice de la taxe d'apprentissage. Les AVS, donc les personnes qui sont en charge d'accompagner des enfants en difficulté ou handicapés dans les écoles hors contrat, ne sont pas non plus pris en charge par l'État. Et comme je vous le disais, il y a un quota d'enfants scolarisés qui empêche l'ouverture de nouvelles classes. Donc moi, je pense qu'il faut remettre cela en cause pour permettre justement une offre plus diversifiée notamment sur les méthodes d'enseignement. Et je suis convaincue que les résultats qui va coûter très cher en seront la démonstration. Non, mais qui va coûter très cher parce que vous nous dites qu'il faut un chèque, c'est-à-dire qu'on a l'État qui finance en grande partie ces écoles privées et qui en plus vont devoir apporter des chèques aux familles qui pourraient pas se le payer. Je ne crois pas que ça coûtera plus cher pour une raison simple, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet et qui démontrent qu'en moyenne, un enfant scolarisé par année dans une école privée coûte 30% moins cher qu'un enfant scolarisé dans le public. Et c'est même encore plus important ce chiffre d'où, quand on sait, en l'occurrence Agnès Verdier-Molinier avec sa fondation IFRAP qui a fait cette étude et qui démontre d'ailleurs que même quand on monte plus loin dans le lycée, les écarts sont encore plus importants. Donc moi je ne le crois pas, ce serait en réalité source d'économie et de bonne gestion, mais même au-delà de ça, une fois de plus, ça forcerait à sauver l'école publique. Parce que moi l'école publique... d'école publique et 50% d'école privée. Non mais je mets pas de quota, moi je veux que les parents aient de la liberté de choix. Donc en fonction de la demande des parents, je crois qu'il y a à peu près aujourd'hui dans cette même étude 40% des parents aujourd'hui qui voudraient avoir accès au privé et qui n'y arrivent pas, ou pour des raisons de moyens, ou pour des raisons d'offres. Spécifiquement, ma question, ça peut aller très vite. Les contenus sont contrôlés ? Parce qu'il y a quand même un tronc commun qu'on apprend à l'école. C'est-à-dire qu'en gros, si on décide de sauter la Révolution parce qu'on n'aime pas, ou Napoléon parce qu'on est, je sais pas quoi... Deux choses très importantes. Évidemment, il doit rester des examens nationaux auxquels doivent se prêter à la fois et se soumettre bien sûr les élèves du privé comme du public. Et moi je suis même pour en mettre davantage. Je considère qu'il doit y avoir, et Éric Zemmour l'avait proposé pendant l'élection présidentielle, un certificat d'études à la fin du primaire qui doit permettre d'accéder au collège. Donc il faut avoir la moyenne pour accéder au collège. Il faut avoir un brevet qui lui aussi soit sélectif. C'est-à-dire que si vous n'obtenez pas ce brevet à la fin du collège, vous ne passez pas au lycée. Et un retour au baccalauréat qui lui évidemment soit évidemment un vrai examen exigeant pour pouvoir permettre d'accéder au supérieur. L'école musulmane, et donc, ça y a droit. Je vais vous répondre tout de suite. Et donc, en l'occurrence, ça permet, si vous voulez, ces concours nationaux
de s'assurer que les élèves, et partout, quelle que soit leur origine privée ou publique, acquisent les compétences indispensables. Ensuite, bien évidemment qu'il faut un contrôle, et moi j'ai fait partie de celles qui ont milité depuis le début pour la fermeture de ce lycée Averroès, lycée des frères musulmans, qui était un lycée sous contrat, donc financé en partie par l'État, dont tout démontrait depuis longtemps, malgré le soutien de très nombreux élus LR et macronistes, qu'il avait des ambiguïtés avec donc, ce courant radical. Donc bien sûr qu'il faut avoir un contrôle extrêmement exigeant et fort, mais une fois de plus, on ne va pas s'interdire en France de faire vivre la liberté d'enseignement parce qu'il y a une menace islamiste. On ne peut pas en permanence faire payer aux Français le fait qu'il y ait cette menace islamiste. L'État doit s'assurer que cette menace islamiste soit contenue à l'école comme ailleurs. Maintenant, je vous le dis, la totalité des Français ou étrangers d'ailleurs, terroristes islamistes qui ont frappé dans notre pays et qui sont passés par l'école dans notre pays, sortent de l'école publique, pas de l'école privée. Alors, dernière question, il y avait une autre pancarte sur l'image que présentait Françoise. C'était « Casse-toi, Amélie Oudéa-Castéra ». Vous en pensez quoi? Est-ce qu'elle peut encore tenir? Est-ce qu'elle a raison de s'accrocher, la ministre de l'Éducation, la nouvelle ministre? J'en pense pas grand-chose, parce que malheureusement, je suis pas sûre que changer cette femme par une autre personne permettrait d'avoir une vraie réponse sur l'école. C'est-à-dire que moi, je trouve que ça va pas assez loin. Alors, il y a l'expérimentation de l'uniforme, très bien. Moi, je vois pas pourquoi on l'expérimente. Je pense qu'il faudrait le mettre en place directement. On a suffisamment eu de problèmes par le passé avec les atteintes à la laïcité qui ne font que progresser d'année en année pour arrêter de se poser la question. Bref, je trouve que plutôt que simplement expérimenter des classes de niveau, il faudrait mettre fin au collège unique. Voilà, ça fait des années qu'on fait ce diagnostic. Éric Zemmour l'a rappelé dans l'élection. Parce qu'une fois de plus, il faut permettre aussi l'entrée dans le domaine et le secteur professionnel plus tôt et ne pas attendre que des élèves décrochent pour pouvoir leur permettre d'accéder à ces filières professionnelles dès 14 ans. Et donc, il faut les examens de sélection dont je vous ai parlé. Donc, moi, ce n'est pas les personnes qui m'intéressent. Voilà, si vous voulez, c'est les programmes et les projets. Ok, parfait. Dernière image, celle de Nathalie. Quelle est celle que vous avez sélectionnée? J'ai sélectionné une image d'un banc de l'Assemblée, le banc du gouvernement, où on ne se bouscule pas. Enfin, plus exactement, on se bouscule, mais les places ne sont pas remplies. Il n'y a pas beaucoup de monde, en fait. Il n'y a pas beaucoup de monde. Bref, ça va faire presque un mois. On va friser les un mois en attendant la deuxième vague, qui n'est pas une vague de secrétaire d'État comme d'habitude, mais de ministres délégués, ce qui est un petit peu plus lourd. Donc on n'a personne à la santé, on n'a personne au logement, on n'a personne à l'école, on n'a personne à la pêche. On a des super gros ministres qui embrassent large, mais on n'a personne et des ministères qui tournent à vide pour l'instant. Alors je sais qu'il faut faire l'équilibre entre le Nord-Sud, parce qu'on a accusé ce premier gouvernement d'être trop parisien, île-de-francisé. Et après il faut qu'il y ait des philippistes. Il n'y en a pas beaucoup. Christophe Béchu, des bayrouistes, des attalistes, si ça tentait que ça existe. Des macronistes de droite, des macronistes de gauche. Donc c'est un truc absolument compliqué. Et puis, il faudrait aussi que les inimitiés personnelles cessent. On a cru comprendre que Madame Vautrin, qui a déjà pas mal de choses finalement dans son escarcelle, travail, santé. On n'a pas très envie de récupérer Agnès Pannier-Runacher. Alors, il y a les pauvres ministres qui attendent, enfin les pauvres. Ceux à qui on dit « et si tu voulais, tu reviendrais ?» qui disent « bah oui, mais bon, on les rappelle pas forcément », ceux qui ne reçoivent aucun coup de fil, ceux qui pensent que c'est gagné, comme Stanislas Guerini. Juste pour finir, pour détendre l'atmosphère. À la fonction publique, Stanislas Guerini, précisément. Voilà, pour détendre, non pas qu'elle soit tendue, une anecdote du général de Gaulle. Il y a son premier ministre qui lui disait il y a un tel au téléphone, il me harcèle au téléphone parce qu'il veut être ministre. Et de Gaulle lui a répondu « donnez-lui ». Et il a fini au PTT. Nous devons avoir une politique agricole plus simple, qui prenne en compte davantage la nécessité de produire plus, qui évidemment intègre nos objectifs environnementaux, mais qui le fait en préservant une concurrence loyale, en préservant le revenu des agriculteurs et en préservant notre souveraineté alimentaire. C'était le président Emmanuel Macron jeudi à Bruxelles lors du sommet extraordinaire européen. Ces 2 dernières semaines, beaucoup de mesures ont été annoncées pour aider les agriculteurs. Jeudi notamment, Gabriel Attal a promis, en gros, je ne vais pas tout détailler, je ne peux pas, mais en tout cas une inscription dans la loi de la souveraineté alimentaire. 400 millions d'euros ont été mis sur la table pour soutenir différentes filières. Promesse d'un renforcement également des lois Egalim pour une plus juste rémunération des exploitants agricoles. Et puis également le plan Écophyto qui pour l'instant a été suspendu. Est-ce que toutes ces mesures, Marion Maréchal, vont permettre de débloquer et de relancer notre agriculture en France ? Ce gouvernement me fascine. Vraiment, je vous le dis, parce que je pense qu'ils ont dû, avoir une étude de McKinsey pour leur expliquer tous les mots-clés à placer aux bons endroits. Donc, allez, là, on mange de la souveraineté alimentaire, de l'indépendance. Alors qu'on a un gouvernement qui, je le rappelle dans le même temps, soutient
toutes les politiques agricoles de Madame von der Leyen, dont le Green Deal, j'imagine qu'on y reviendra, dont des politiques comme la ferme à la fourchette, la restauration à la nature, je ne vais pas vous embêter avec des sujets techniques, mais dont les études démontrent que toutes ces politiques aboutissent à quoi ? À la diminution de la production agricole européenne et à une baisse de disponibilité des terres agricoles sur le sol européen et donc mécaniquement, évidemment, une augmentation des importations et donc une plus grande dépense à l'étranger. Donc on est dans le double discours total et absolu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques mesures qui vont dans le bon sens, mais qui sont en fait, si vous voulez, secondaires à côté de ce qu'il faudrait, c'est-à-dire une remise en cause générale du modèle. Et en particulier, je le dis, moi j'ai vu que Emmanuel Macron est allé voir Ursula von der Leyen, j'aurais aimé qu'il négocie en priorité une chose, une dérogation au droit européen qui ne nous permet pas à l'heure actuelle de mettre en place une priorité nationale pour les produits français et locaux dans la restauration. Alors c'est quoi exactement votre modèle agricole ? Je vous réponds là-dessus parce que les chiffres sont terrifiants. J'ai regardé ça pour avoir quelques exemples à vous donner. Dans le centre Val-de-Loire, les repas collectifs, donc EHPAD, école, c'est un peu plus de 50 millions de repas. Et pourtant, on constate, ça c'est les chambres d'agriculture qui ont fait notamment ces études, qu'il y a seulement 10 à 15% des produits servis dans ces repas collectifs qui sont issus de produits locaux. Dans la Creuse, il y a 400 000 bêtes dans la Creuse, c'est vraiment un département d'élevage, il y a plus de bêtes élevées que d'habitants. Il y a seulement 10 à 15% dans la même mesure d'ailleurs. Mais on applique des règles européennes, effectivement. De viande locale qui sont servies dans la restauration collective. Vous voyez bien le marché à disposition qui permettrait de créer du revenu pour nos agriculteurs et qui est interdit. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Est-ce qu'on fait une agriculture franco-française ? Alors moi, ce que je propose, en dehors des règles européennes, plusieurs choses. Donc comme je vous le disais, remettre en cause ces règles européennes complètement délirantes qui ne favorisent pas le localisme et qui serait évidemment une réponse complète en restant dans la PAC. Alors moi, je pense qu'il faut changer les objectifs de la PAC. Vous êtes un peu, enfin vous, pas spécifiquement, mais aussi le Rassemblement national est un petit peu ambigu. C'est-à-dire, à la fois on dit qu'il faut sortir, et puis maintenant quand on se rend compte que les agriculteurs sont pas mécontents de toucher, on est les premiers à toucher, c'est la première somme de la PAC 9 milliards. Français. 9 milliards d'euros. On fait comment pour faire dedans-dehors ? 9 et juste, attendez, j'en profite pour préciser que si vous êtes élu députée européenne, premier dossier qu'il y aura sur le Parlement européen, sur la table du Parlement européen, dès l'automne 2024, ce sera effectivement la renégociation, de la PAC. Tout à fait. Donc vous proposez quoi ? Tout à fait. Alors sur la question de la PAC, vous avez raison, vous l'avez rappelé, on récupère une partie de l'argent qu'on donne à travers la PAC. C'est le premier budget qui nous permet de récupérer non pas l'intégralité de ce que l'on verse, mais une partie. Donc évidemment qu'il faut garder ces subventions qui compensent un tout petit peu le handicap qu'on subit par ailleurs par la concurrence intra- et extra-européenne. J'y reviendrai. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'il faut renégocier les objectifs de cette politique agricole commune qui est devenue une espèce de grosse machine bureaucratique extrêmement complexe d'accès pour nos agriculteurs. Moi, j'étais à leur côté dans les barrages, notamment en Sologne il y a quelques jours. Ils vous disent... Elle est complexe dans l'application, mais sur les objectifs, c'était quand même essayer de faire une transition vers une agriculture qui soit plus respectueuse de l'environnement. Elle est complexe dans les conditions, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'elle met notamment en place, on en a beaucoup parlé, mais il n'y a pas que le sujet des jachères, mais notamment le sujet des jachères, qui évidemment, en pratique et selon les territoires, est extrêmement mal conduite. Non mais attendez, là vous nous dites ce qu'on connaît. Donc, on vous demande de nous dessiner la politique agricole que vous souhaitez. J'allais rebondir sur ce que vous disiez, madame. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plutôt que de mettre des objectifs écologiques à cette PAC qui fait que pour toucher ces aides, vous devez répondre à des conditions écologiques, moi je pense que l'objectif de la politique agricole commune, et c'était le cas au début, c'est la souveraineté alimentaire. Ça veut dire que ces aides-là, elles doivent être distribuées et conditionnées en fonction des besoins de production et d'alimentation dont Alors, on a besoin. On comprend bien que vous contestez la nécessité de l'écologie, mais il y a quand même une attente du consommateur européen sur quand même de consommer des produits qui soient avec beaucoup moins de pesticides, qui soient beaucoup moins mauvais pour l'environnement et pour la santé. Ça, vous l'intégrez pas du tout. Vous, c'est produire. Non, j'intègre deux choses. Je demande une cohérence. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre qu'on ait des exigences en Europe plus qu'ailleurs sur la préservation, évidemment, des sols et pour des raisons de santé publique, qu'on interdise certains ou qu'on réduise l'utilisation de certains produits phytosanitaires. Mais dans ce cas-là, on ne met pas
nos agriculteurs en concurrence et on n'importe pas sur le sol des produits qui utilisent justement des substances interdites en Europe. Or, c'est le cas aujourd'hui et c'est même encore plus difficile pour les agriculteurs français puisque ça, vous le savez très bien, on en parle depuis longtemps, la France surtranspose le droit européen. Donc nous, on a encore plus de restrictions que nos partenaires européens. Donc ça, c'est la même chose que le gouvernement. Donc ça, c'est une chose pas possible. Non mais d'accord, mais il dit la même chose. En l'occurrence, depuis des années et des années, ils font exactement l'inverse. Donc moi, je demande à voir. Maintenant, il y a quand même une chose importante à rappeler. Parce que dans ce pacte vert, donc on a des objectifs que je considère irréalistes et inaccessibles de baisse de production de CO2 d'ici à 2030. Très bien. Sauf qu'il y a une chose qu'on oublie quand même de dire. Et ça, c'est pas mes chiffres à moi, c'est les chiffres du ministère de l'Environnement. La moitié des émissions de gaz à effet de serre en France sont issues des importations. La moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, ça veut dire qu'on a une production de CO2 en France qui depuis des décennies baisse, parce qu'on a amorcé une transition écologique, très bien, sauf que dans le même temps, l'empreinte carbone en France augmente. Donc ça veut dire qu'en fait... Là, on est passé des émissions de CO2 aux pesticides, ou plutôt des pesticides aux émissions de CO2. Oui, mais le pacte vert, vous aimez le pacte vert, c'est ça. Le pacte vert, c'est ça. Ça veut dire qu'on va créer un tsunami réglementaire sur notre industrie, sur notre économie, sur notre agriculture, pour justement aller chercher des objectifs complètement déraisonnables de baisse de gaz de production à effet de serre, alors même qu'on ne s'attaque pas à la principale source qui sont les importations. Donc une fois de plus, on raisonne à l'envers. Et moi, ce que je veux, c'est une remise en cause d'un modèle et pas seulement les petites mesurettes. Et c'est ce que je vais essayer de défendre, bien sûr, demain au Parlement européen. Les petites mesurettes, quand on voit que le chef de l'État, quand même, a été relativement clair sur le Mercosur. Alors, le Mercosur qui est un traité... avoir changé d'avis. Plusieurs reprises. Avec l'Amérique du Sud. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas. De manière à ce que... Après avoir voté le CETA avec le Canada, après avoir voté le traité Nouvelle-Zélande avec la Nouvelle-Zélande et voté en commission le traité nouvelle de libre-échange avec le Chili. On ne peut pas tout mélanger. La Nouvelle-Zélande, il y avait des dispositions environnementales. Le Mercosur, on a un énorme problème de normes environnementales. Oui, madame, c'est que vous le savez, c'est ce que disent d'ailleurs les agriculteurs, c'est que même quand des clauses miroirs sont prévues, malheureusement, les contrôles ne sont pas au rendez-vous. Donc elles ne sont pas appliquées. On ne peut pas non plus dire, on décide de repousser parce qu'on considère qu'il y a une inégalité de législation avec le Mercosur, c'est qu'on peut nous fourguer, pour parler vulgairement, n'importe quel poulet, alors que nous, on a des obligations, pour qu'on comprenne un résumé de façon vulgaire. Là, pour l'instant, c'est tant qu'il n'y aura pas une égalité, on repousse. Bon, après, les contrôles peuvent être faits, mais ça va dans le bon sens pour vous ou pas? Moi, je suis contente qu'il se soit réveillé tardivement sur le sujet, et j'espère qu'il obtiendra gain de cause, parce que le problème, c'est qu'il a déclaré quand même, vous l'avez vu il y a quelques jours, que c'était niette et que tout était à l'arrêt, et il y a eu un communiqué de presse de la Commission en disant pas du tout, on est toujours en train de négocier, on est toujours en train de discuter. Vous savez qu'il faut l'unanimité pour ça et que pour l'instant on en est loin. Donc Très bien, mais ce que je veux dire c'est que c'est étonnant de voir la différence entre les deux discours. Moi je pense que Emmanuel Macron aurait les moyens en tant que président de la France de mettre à l'arrêt ces négociations pour plusieurs raisons. La première étant quand même, je le rappelle, que la France est le deuxième contributeur net à l'Union européenne. C'est elle qui donne en deuxième place le plus d'argent à cette Union. C'est la deuxième économie de l'Union européenne. C'est la deuxième économie, bien sûr. C'est le premier producteur, d'ailleurs, agricole. N'a-t-on pas aujourd'hui les moyens de faire davantage entendre notre voix? Encore faut-il pour cela engager un rapport de force. Mais comment engager un rapport de force? Je le redis, quand aujourd'hui Emmanuel Macron, comme le groupe d'ailleurs DLR au Parlement européen, font partie de la majorité d'Ursula von der Leyen. Ils siègent ensemble. Alors, il y a une autre question qui se pose aussi, c'est celle de l'Ukraine. On fait quoi avec l'Ukraine? On soutient ce pays parce qu'il est en guerre et donc on soutient son agriculture. On soutient un voisin évidemment en souffrance pour sa reconstruction. Moi, je ne suis pas choquée par cela, bien sûr, même s'il faudra quand même se donner des objectifs et une lisibilité, parce que la France aujourd'hui est dans une situation économique qui fait que malheureusement, elle n'a pas une capacité de solidarité sans fin. On a donné déjà plus de 3 milliards depuis le début de la guerre à l'Ukraine et on voit bien que à côté de ça, les aides données à nos agriculteurs sont relativement... On est un tout petit contributeur par rapport à nos voisins européens. Mais voilà, on est quand même un pays surendetté, ne l'oublions pas. En tout cas, sur le principe, évidemment, pas de difficulté. Maintenant, je pense que la France devrait clairement prendre position pour ne pas faire de fausses promesses à l'Ukraine en laissant entendre qu'elle pourrait entrer au sein de l'Union européenne. Je veux dire, la solidarité, c'est pas le suicide, si vous voulez. Aujourd'hui, rappelons quand même que l'Ukraine a un quart des terres agricoles sur le continent européen. C'est la 4e producteur mondial de céréales. Ils ont des exploitations qui, pour certaines d'entre elles, font la taille du Jura. Et on a vu d'ailleurs que l'ouverture des frontières a détruit notamment notre secteur de la volaille. Il y a aujourd'hui une volaille sur 2 en consommée en France qui est d'origine étrangère. Et ça, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est pas suffisamment clair. On n'arrive pas à avoir des chiffres. En tout cas, il y a plus de 75%
15% d'augmentation. Mais ça veut dire quoi, en tout cas, ce qui est par rapport à l'Ukraine, qui fait une très forte demande d'entrée dans l'Union européenne. On met des quotas. Donc on les laisse comme ça, en attendant que la Russie la remange comme il faut. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, ce n'est pas possible de faire entrer aujourd'hui l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Même sur 10 ans, parce que ce qu'on entend, c'est sur 10 ans. 10 ans, c'est trop court ou pas ? C'est un géant agricole. Voilà. Si demain vous voulez... Oui, mais le géant agricole, il vaut mieux l'avoir avec soi et essayer de lui mettre des règles à respecter, ou est-ce qu'il faut l'avoir contre soi ? Je ne crois pas qu'aujourd'hui on puisse espérer faire entrer dans un marché commun un pays qui, une fois de plus, est un géant agricole et qui a à peu près 200 € de salaire médian par mois. Si vous voulez définitivement tuer l'agriculture française et faire en sorte que dorénavant la PAC ne soit plus donnée à la France mais à l'Ukraine, parce que c'est ce que mécaniquement il va se passer évidemment au regard des critères si demain elle rentre, c'est totalement déraisonnable. Donc une fois de plus, la solidarité, c'est pas le suicide. Voilà. Et donc si le prix de la solidarité et de l'entrée, c'est le suicide de l'agriculture française et donc la mort de l'alimentation locale, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Donc moi, je ne souhaite pas cette entrée. Voilà, on l'a raison, pas seulement sur l'agriculture d'ailleurs, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas laisser passer ce qui était promis au départ et qui n'a pas été respecté. Le temps de la guerre, bien sûr, les produits transités par l'Europe pour ensuite aller être exportés vers l'Afrique. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé, puisqu'on a voulu contourner ce blocus lié à la guerre, mais la conséquence, c'est que ça a inondé le marché européen. Et même les Polonais en sont revenus de cette ouverture des frontières, alors que vous savez qu'ils sont de très fervents soutiens, bien sûr, de l'Ukraine dans cette Si je vous entends bien, Marion Maréchal, votre vision, pardonnez-moi, de l'Europe, c'est pas le Frexit, en fait. Ah mais moi ça n'a jamais été sortir de l'Europe. Ça n'a jamais été le Frexit, c'est d'ailleurs pas une position que je défendais même à l'époque où c'était dans le programme du rassemblement. Éric Zemmour soutient vachement le Brexit, il est allé voir Nigel Farage il n'y a pas très longtemps. Non, Éric Zemmour, il défend une vision de l'Europe dans laquelle la subsidiarité et la souveraineté des nations est davantage respectée. Ce qui est sûr, c'est que moi je ne défends pas cette commission d'Ursula von der Leyen et cette Europe de la Commission. Moi je défends une Europe des nations et ce que je dis souvent aux Français qui m'interpellent sur la sortie, je considère, pas relancer le débat aujourd'hui, qu'une sortie sèche aujourd'hui de la France de l'Union européenne serait plus douloureuse économiquement et socialement et avec des effets pas toujours attendus, notamment sur l'immigration, que ce qu'on pense. En revanche, moi je crois à la troisième voie. Et la troisième voie, c'est les élections européennes du 9 juin. Et donc du coup, c'était clair ou pas ce déplacement d'Éric Zemmour à Londres, cette rencontre avec Nigel Farage, qui est quand même l'emblème du Brexit? Ça voulait dire quoi en fait, en termes d'affichage, en termes de communication? Je sais pas, vous irez lui poser la question. Mais moi, vous le voyez plus que moi. Il me semble qu'en l'occurrence, c'était davantage pour poser la question des insuffisances de l'Union européenne, de ce qui a poussé les Anglais également à sortir, et de poser d'ailleurs la question de ce qui relève aujourd'hui d'une réponse nationale et d'une réponse européenne. Parce que sur l'immigration, il faut une réponse nationale, il faut aussi une réponse européenne, mais tous nos problèmes ne viennent pas de l'Europe, ils viennent en partie de l'Europe, mais ils viennent aussi de la France. Et d'ailleurs, la censure du Conseil constitutionnel sur la loi immigration en est l'une des démonstrations, je peux dire, les plus édifiantes. Mais vous avez vu que les Britanniques, finalement, maintenant, dans les sondages, par rapport au Brexit, il y a une majorité, enfin légère, pour l'instant, mais qui regrettent. Mais qu'est-ce que ça dit sur, y compris la campagne qu'avait fait Nigel Farage, qui était une campagne en disant que les gens auraient plus d'argent, plus de subventions, que tout serait merveilleux. Est-ce que ça vous influence pour ce que vous pouvez proposer dans vos programmes? Vous savez, la leçon que j'en tire, elle est claire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Britanniques ont repris une capacité de réponse, notamment sur les questions migratoires, en se délestant d'une partie des contraintes européennes, mais qu'ils ne l'exploitent pas. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, et c'est ce qu'il faut dire aux Français, c'est que réformer l'Union européenne, c'est indispensable, bien évidemment, notamment sur le droit d'asile et sur Frontex, et c'est ce qu'on va faire demain avec nos alliés au Parlement européen, mais il faut que le gouvernement français apporte aussi des réponses pour avoir de véritables solutions. Et sur le droit du sol, par exemple, et la suppression du droit du sol, ça n'est pas dans le droit européen. C'est une réponse qui doit être française. Sur les conditions du regroupement familial, il y a une partie de contraintes européennes, mais on pourrait aller beaucoup plus loin dans le droit français, et on ne le fait pas. Sur tous les visas, par exemple, sanitaires et médicaux qui sont aujourd'hui accordés en France, ça n'est pas une contrainte européenne, c'est une volonté aujourd'hui du gouvernement français. L'aide médicale d'État, c'est pas une contrainte européenne, c'est un choix franco-français. Et la question aujourd'hui de la politisation de notre Cour suprême, donc le Conseil constitutionnel, qui a à sa tête, je le rappelle, un ancien Premier ministre socialiste, qui censure la volonté populaire de l'Assemblée. C'est pas une volonté populaire. Est un problème franco-français. Et deuxièmement, c'est pas une censure politique dans la mesure où c'est ce qu'ils appellent un cavalier législatif. Mais moi, je des dispositions
totalement cette lecture des choses. Enfin, moi, en l'occurrence, il y a beaucoup de juristes, y compris de constitutionnalistes, le mot est pas simple à dire, qui se sont penchés sur les motifs de censure du Conseil constitutionnel et qui concluent sur le plan juridique. Pendant toute la discussion budgétaire, tout le monde disait, y compris à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce sont des cavaliers, c'est-à-dire c'est anticonstitutionnel. Non, moi je crois... Même pas les 9 juges, c'était... On va pas refaire le débat, on va tomber là-dessus. Moi je pense qu'il y a une dérive aujourd'hui de politisation de ces instances et qu'il faut d'ailleurs se poser la question aujourd'hui de leur réforme. Mais en tout cas, tout ça pour dire quoi ? Que, il y a une réponse européenne à apporter, bien évidemment, mais qu'il y a aussi une réponse française. Et les Anglais regrettent. Donc ça nous... on ne fait pas le débat. Le gouvernement conservateur n'est pas à la hauteur, c'est sûr, des promesses données au peuple anglais. Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête, est notre invitée ce dimanche dans Questions politiques. On parlait d'immigration, on va continuer à parler d'immigration. Je voudrais vous faire écouter quelqu'un maintenant que vous connaissez bien, Marine Le Pen, présidente du groupe des députés RN, qui réagit à un possible projet de remigration auquel serait en train de réfléchir l'extrême droite allemande, Alternative für Deutschland, accréditée de 20% des voix aux élections européennes de juin prochain. Je considère que nous avons une opposition, si c'est le cas, flagrante avec l'AfD et nous serons amenés à discuter ensemble de divergences aussi importantes que celle-là et voir si ces divergences ont ou non pas, mais je ne suis pas décisionnaire sur ce sujet, des conséquences sur la capacité que nous avons à nous allier dans un même groupe. Alors je précise qu'une politique de remigration consiste à renvoyer les immigrés non européens dans leur pays d'origine. Votre tante donc prend ses distances avec cette politique. Je précise quand même que cette idée de remigration est issue d'une réunion secrète qui a eu lieu en Autriche. Est-ce que, à Potsdam, pardonnez-moi, à côté de Berlin, est-ce que vous, Marion Maréchal, vous y êtes favorable à cette idée de remigration ? Il faut renvoyer les immigrés. Je suis allée écouter directement ce que disait de ce sujet Maximilian Krah, donc qui est la tête de liste pour les élections européennes de l'AfD, donc ce parti allemand qui propose donc la remigration, et il propose la remigration donc des criminels étrangers ou des personnes qui ont été en tout cas condamnées pour des faits graves, et il propose la remigration des personnes qui sont étrangères en chômage longue durée du sol allemand, et si j'ai bien compris, la remigration également des personnes étrangères qui seraient l'équivalent des fichiers S pour radicalisation. Enfin, c'est un petit peu plus que ça, parce qu'au total, ils ont quand même Alors après, il parle de 2 millions de personnes quand même, ça va pas suffire ce que vous nous dites là. C'est son projet, en tout cas, c'est ce qu'il a dit et ce qu'il a affirmé pour répondre à Marine Le Pen. Voilà. Donc si c'est cela, moi je vais vous dire, je suis d'accord avec cela, puisque c'était le projet de remigration porté par Éric Zemmour pendant les élections présidentielles, c'est-à-dire le renvoi en effet du sol français, des personnes qui n'ont rien à faire sur notre sol ou qui représentent un danger, qu'il s'agisse en effet de personnes étrangères condamnées, qu'il s'agisse de personnes identifiées comme de potentiels dangers parce que fichier S pour islamisme, ou qu'il s'agisse de personnes qui ne subviennent pas à leurs besoins parce que en ça représente combien de personnes à peu près sur le sol français. Les fichiers S, vous l'avez vu, on est près de 5000 personnes. Voilà. Les chômeurs longue durée, c'est des chiffres qu'on n'a pas de manière précise, puisque en fait, on a des chiffres par nationalité, mais qui, selon les chiffres de l'INSEE, varient selon les modes de calcul. Mais on sait en tout cas aujourd'hui, par exemple, qu'il y a à peu près 40% des résidents algériens sur le sol français qui sont sans activité ni emploi. Donc ça représente quand même une part significative aujourd'hui de l'immigration. C'est un chiffre qui sort d'où ? L'INSEE. Ah bon ? L'INSEE, vous pourrez aller vérifier si vous voulez. Il y a un taux d'inactivité aujourd'hui des personnes étrangères sur le sol français, y compris d'ailleurs des personnes françaises issues de l'immigration, qui est plus important que celui des Français de nationalité ou de souche. Ça s'est avéré par les chiffres de l'INSEE. Donc c'est vrai que ça pose la question de l'intégration sociale et professionnelle aujourd'hui de cette immigration. Mais des Français d'origine étrangère, c'est des Français, on est d'accord. De travail. Oui, bien sûr. D'origine immigrée. Mais il y a les deux chiffres. Vous qui êtes juriste, comment est-ce que vous faites pour faire le tri dans les fichiers ? Imaginons que vous vouliez faire ce que vous venez d'énoncer. Les fichiers S sont des gens qui sont fichés, sur lesquels on a des doutes, mais qui n'ont rien fait encore. Comment vous les triez ? Et le fichier S, il peut y avoir un français, ça peut être fiché pour plein de choses, mais comment vous faites la gradation ? Ou est-ce que vous dites tous les fichiers S je vais vous dire très simplement, voilà. je ne trie pas. C'est-à-dire que dès qu'on a éventuellement dit au téléphone un truc de travers et qu'on fréquente des gens un peu étrange. Je vais vous dire deux choses. Je vais vous dire deux choses. Pour les fichiers S, pour islamisme. On parle bien de ça parce qu'aujourd'hui, les fichiers S, il y a plus de choses. D'extrême gauche que de fichiers S. Voilà. Mais fichiers S islamistes.
Pour les fichiers islamistes, je ne trie pas. C'est-à-dire que quand il y a un étranger qui est identifié par des comportements ou des fréquentations comme potentiellement un risque, il est expulsé du territoire. Donc un simple doute suffit pour expulser? Oui, un simple doute, parce qu'il s'agit de la protection des Français. Et pour avec un recours quand même, un appel. Pour les autres. On est quand même dans un pays de droit. Ah non, moi je considère que quand vous êtes étranger sur le sol français, de toute façon vous pouvez normalement en être expulsé. Vous n'avez pas un droit à vie à vous maintenir sur le territoire français, ou en tout cas vous ne devriez pas l'avoir. Maintenant, deuxième chose, moi j'ai proposé au moment où il y a eu justement cet attentat par un fichier S il y a quelques semaines de cela, une détention sur le pont d'Irakem à Paris, c'est ça? Préventive, oui, exactement. Une détention préventive. Et vous l'avez vu, le sujet continue. Il y a 2 jours, il y a à Lyon un fichier S qui a menacé des passants avec un couteau. Donc l'histoire continue et ça ne s'arrêtera pas. Voilà, pour l'instant, lui aussi a des problèmes psychiatriques. Oui, ils ont tous des problèmes psychiatriques, comme si l'islamisme était considéré comme schizophrène. Donc on va voir effectivement ce que dit véritablement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai proposé en décembre, lorsqu'il y a eu donc cet attentat, une détention préventive de tous les fichiers S pour islamistes sur le sol français, dans l'attente de pouvoir analyser au cas par cas ce qui doit être fait. Soit ils sont étrangers, soit ils sont renvoyés, soit ils sont des malades psychiatriques véritablement, et dans ce cas-là, il faut pouvoir s'assurer de leur suivi. On voit bien qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont dans la nature et qui ne sont pas bien identifiés. Soit ils sont des Français à risque, avec des comportements à risque, et dans ce cas-là, il faut se poser la question, pour certains, de la déchéance de nationalité et de l'expulsion, ou de l'enfermement, si on creuse un petit peu. Parce que parfois, Français, on peut pas les expulser. Parce que vous voyez bien... Oui, on peut aussi les déchoir de leur nationalité. Oui, ça fait certains qui ont acquis la nationalité par naturalisation. On crée des apatrides. Ah bah si, vous savez, la plupart sont binationaux, donc de toute façon il n'y aura pas d'apatrides, même l'immense majorité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois qu'aujourd'hui il est déraisonnable de laisser de la nature des gens qui sont identifiés par nos services de renseignement comme des bombes à retardement, et de ne pas apporter de solution radicale. Et d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme elle-même explique que quand la sûreté de l'État ou la sécurité des citoyens est en danger, il est possible de déroger à un certain nombre de règles. On est tous, alors y compris Stéphanie, tout le monde, même les gens de droite, disent que les OQTF, on ne peut pas s'asseoir dessus. On vous oblige à quitter le territoire et puis le pays ne veut pas de vous. Non, mais il faut quand même que les pays vous réceptionnent effectivement. Ça coince. L'Algérie, parce que... Mais donc comment vous faites? Vous avez raison, aujourd'hui, il y a un problème dans le cadre des expulsions avec les laissez-passer consulaires accordés par les pays d'origine. Donc vous faites comment? Se fait-il, moi je pose la question, comment se fait-il qu'aujourd'hui on ait des taux de succès d'OQTF en France qui soient si faibles, moins de 10% d'OQTF exécutés, alors qu'en Allemagne, on avoisine les donnent que quand ils peuvent les expulser. Les 40%. Ils me donnent. Non mais vous faites comment? Comment ils font les Allemands alors? Une fois de plus, vous prenez ça en dérision, mais moi je prends pas ça en dérision. Pas du tout. Quand on a un désaccord avec le pays d'origine, avec lequel on a quand même des relations, parce qu'il y a des transferts d'argent, parce qu'on donne des visas, parce qu'on verse de l'aide au développement, parce qu'on a des accords économiques, quand même, est-ce qu'on peut utiliser ces leviers pour essayer d'obtenir un minimum de respect de la part de ces pays pour qu'ils reprennent les clandestins qui sont venus illégalement sur le nôtre? Il me semble que oui. Je veux dire, c'est des leviers qui n'ont même pas été utilisés, imaginez-le, face aux Comores et à l'arrivée massive de Comoriens à Mayotte. Vous allez me dire que la France n'a pas à un moment donné les moyens de taper du poing sur la table? Ça me paraît quand même la Gérald Darmanin a fait la tournée d'un certain nombre de pays d'Afrique du Nord pour essayer de négocier. Il a quand même essayé. Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il a mis sur la table? C'est-à-dire, c'est bien gentil de négocier, mais est-ce qu'il a mis ses leviers sur la table? Non, jamais, parce qu'ils n'ont pas le courage de mettre ses leviers sur la table et parce que c'est le pas de vague. Voilà, on a toujours du mal à engager un rapport de force. C'est vrai d'ailleurs à l'international, comme c'est vrai au sein de l'Union européenne. À quel moment, au sein de l'Union européenne, la France ou le gouvernement français a véritablement engagé un rapport de force? Oui, mais qu'on essaie de bien vous comprendre, parce qu'on était sur la remigration au départ. Vous nous dites que finalement, vous n'êtes pas complètement contre. Marine Le Pen, elle contre la remigration. Du tout, voilà. Marine Le Pen, elle prend plutôt ses distances. Marine Le Pen se rapproche en ce moment de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien. Ah bah oui, il me semble, ouais. Oui, j'ai vu cet article du Monde, mais je ne sais pas sur quoi il est fondé, parce que En tout cas... j'ai aucun élément qui me dit cela. Ça a l'air de vous embêter, pourquoi? Ah non, ça m'embête pas du tout, mais je pense que... ça vous rapproche d'elle, du coup. Donc si ça a l'air de vous fâcher. Je pense qu'aujourd'hui, le Rassemblement National est dans un groupe qui s'appelle Identité Démocratie, dans lequel siège la Lega, donc de Matteo Salvini, mais qui est un groupe distinct du groupe des conservateurs. Et ce que je crois d'ailleurs, c'est que demain, c'est ce groupe des conservateurs auquel appartient Giorgia Meloni, demain Viktor Orban, les Finlandais, les Suédois, qui seront la véritable force pivot au sein du Parlement européen, groupe auquel nous aspirons de participer. Et c'est le groupe qui, demain, pourrait même passer devant le groupe Renew d'Emmanuel Macron et donc devenir finalement la force pivot de la nouvelle majorité. Et donc, moi, ce qui m'intéresse demain, c'est l'union des droites, toujours ou pas? C'est réussir finalement à discuter quand même avec... de toute façon, Marine Le Pen l'a dit elle-même, il y aura des votes de circonstances
alliance entre ces deux groupes demain au Parlement européen quand des intérêts communs sont relevés. Moi, j'ai toujours cette idée, c'est une singularité de Reconquête, défendu cette idée de coalition des droites. Je la défends au niveau français, je la défends évidemment aussi au niveau européen. Et si demain, d'ailleurs, elle se met en place, elle peut renverser la majorité d'Ursula von der Leyen et donc la sortir. D'où l'importance des élections le 9 juin prochain. Mais avec qui? Parce qu'il va vous manquer quand même un petit peu du monde. C'est-à-dire qu'il y a les conservateurs dont vous parlez, il y a le groupe de Marine Le Pen, et vous pensez réussir à obtenir un certain nombre de votes avec le PPE, c'est ça? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui un débat. Alors le PPE, pour information, c'est le groupe de centre-droit auquel appartiennent les LR. Il y a aujourd'hui un débat au sein même de ce groupe pour savoir s'il faut continuer les alliances avec la gauche et les socialistes, et en partie avec les écologistes, ou si demain, il faut reconsidérer ces alliances et plutôt aller chercher du côté des conservateurs. Et plus le groupe des conservateurs auxquels nous souhaitons appartenir sera fort, plus évidemment ce centre-droit sera obligé de se poser cette question, de revoir ses coalitions et donc de changer la ligne politique. En tout cas, c'est entre nos mains et entre les mains de ses alliés que se trouve demain l'avenir du Parlement européen. Marine Le Pen, c'est une rivale, une concurrente, vous parlez, une complice. Comment vous qualifieriez vos relations? La situation est particulière parce que il y a évidemment une concurrence électorale avec le Rassemblement national, puisqu'il y a un projet différent, notamment sur l'économie. On en reparlera peut-être, mais pas seulement, y compris en partie sur la vision européenne d'ailleurs. Et puis, il y a une relation personnelle, qui par ailleurs existe et se porte bien. Mais il y a une concurrence électorale. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que moi, je ne considère pas que je comprenne bien. Dans la vie, vous vous entendez bien, mais politiquement, c'est compliqué. On peut voilà, c'est la schizophrénie de la famille Le Pen, ce ne serait pas la première fois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je n'ai pas d'ennemis à droite. Voilà, ça, c'est en tout cas une ligne de conduite qui est la mienne. Je peux avoir des concurrents, je peux avoir des différences. Je considère que néanmoins, ces différences doivent quand même nous permettre demain, je l'espère, de se mettre autour de la table et de travailler ensemble pour les intérêts de la France. Maintenant, aux élections européennes, oui, évidemment, nous sommes en concurrence. Moi, mon objectif, c'est... Vous êtes en concurrence et puis le Rassemblement national est en train de vous écraser quand même. Donc comment vous faites pour exister face au Rassemblement national? On n'a pas la même, aujourd'hui, offre. Donc, à partir de là, moi, j'ai autre chose à proposer. Et les sondages aujourd'hui nous donnent autour de 7%. 7%, c'est 7 députés européens. J'espère pouvoir en apporter encore davantage. Tout ce que je dis 28% tout ce que je dis aux Français, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'élection. C'est-à-dire que la fois dernière, le Rassemblement national en 2014 est arrivé premier. Ça n'a pas empêché Emmanuel Macron d'être élu. Il est arrivé premier en 2019. Ça n'a pas empêché Macron d'être réélu. Donc c'est une autre élection avec un autre enjeu qui est d'abord cet enjeu européen. Et je crois que plus Reconquête sera fort au Parlement européen pour défendre les intérêts de la France, à côté d'ailleurs du Rassemblement national dans un autre groupe, et mieux les intérêts. Et vous visez qui? Est-ce que c'est au fond abattre LR, dépasser LR et les abattre? Ou est-ce que c'est réduire un peu la progression du Rassemblement national? Ce qui est sûr concernant les Républicains, c'est que moi, aujourd'hui, je souhaite être une offre alternative à tous ceux qui ne se retrouvent plus dans ce parti. Parce que vous entendez bien avec François-Xavier Bellamy, vous avez plein de positions. J'aime bien François-Xavier Bellamy à titre personnel. Vous aimez tout le monde, là. C'est indéniable. Je suis quelqu'un de gentil, que je vous dise. Non, mais on peut avoir des différences politiques et avoir des bonnes relations personnelles. Vous me l'accorderez quand même, heureusement. Sinon, le monde serait triste. J'ai de la sympathie pour François-Xavier Bellamy. Je regarde son parcours depuis longtemps, mais je dénonce l'incohérence de François-Xavier Bellamy. C'est-à-dire qu'il devrait être chez Reconquête pour vous, c'est ça? Mais évidemment. Quand on regarde ce qui bouge, comment aujourd'hui peut-il avoir soutenu Valérie Pécresse jusqu'à la dernière seconde, qui a appelé à voter Emmanuel Macron? Comment peut-il être le porte-voix d'un parti qui aujourd'hui, pour la moitié de son état-major, appelle à un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron, siège dans les collectivités locales, bien souvent avec les élus d'Emmanuel Macron, sert de banc des remplaçants au gouvernement d'Emmanuel Macron? Il y a 8 ministres aujourd'hui qui sont issus des bancs de LR, siège dans un groupe au Parlement européen, on en a parlé, le PPE, qui est dans la majorité d'Ursula von der Leyen avec Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, quand vous regardez ce que dit François-Xavier Bellamy, ça n'est pas cohérent. Voilà. Donc vous moi, sentez simplement mûr pour basculer? Non, je crois pas. Je vais vous dire franchement, je crois pas. Je veux dire, la main tendue, elle a été faite, elle n'a pas été reçue. Donc maintenant, voilà. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, au-delà de François-Xavier, c'est ce que j'ai envie de dire aux électeurs de droite, c'est qu'avec nous, ils sauront à quoi s'en tenir, ils sauront pour quelle ligne voter. Et les élus que j'aurai avec moi au Parlement européen, c'est des élus qui voteront tous dans le même sens et dans un groupe qui, évidemment, sera cohérent avec les idées que nous défendons au niveau national. Et vous n'avez pas peur, techniquement, matériellement, que l'électeur confonde le bulletin de vote Reconquête et le bulletin de vote Rassemblement national, Jordan Bardella? Ah non, quand même, le 9 juin prochain. Je crois quand même en l'intelligence des électeurs français qui de plus en plus nous identifient et voient bien qu'aujourd'hui il y a des singularités. Enfin, on l'a vu même ces dernières semaines, y compris à l'égard du Rassemblement national. Par exemple, quand le Rassemblement national défend l'accès au RSA sans condition de durée ou de
de limitation finalement territoriale. Moi, je suis pour des conditions plus drastiques d'accès aujourd'hui au RSA, et j'étais pas du tout choquée par le fait qu'il puisse y avoir des heures d'activité demandées en face du RSA. Aujourd'hui, vous avez par exemple le Rassemblement national qui demande un délai simplement de carence pour pouvoir, quand vous êtes étranger, accéder à un certain nombre d'aides sociales. Moi, je considère qu'il doit y avoir la priorité nationale aux Français. Vous les trouvez mous ? Comment ? Vous les trouvez mous ? En tout cas, je suis pas en accord avec eux de ce point de vue-là. Vous avez parlé de l'exemple de la remigration, on pourrait en donner beaucoup d'autres. Et plus les mois avancent, plus on voit qu'il y a quand même des singularités. On le voit par exemple nous sur les propositions. Et donc on ne comprend pas non plus le projet d'union des droites avec des comment c'est possible parce qu'en fait aussi forte, notamment sur l'économie. C'est-à-dire le projet de Marine Le Pen n'a rien à voir avec le vôtre. Mais je suis d'accord. Et donc on ne voit pas du tout comment vous pouvez à un moment plaider pour l'union des droites. Non mais pardon, mais le principe d'une coalition, c'est que justement vous vous mettez à la table avec des gens qui n'ont pas tout à fait les mêmes positions que vous. Sinon, c'est pas une coalition. C'est pratiquement radicalement c'est une fusion. Sur l'économie, en tout cas. C'est une fusion. Quand vous voyez aujourd'hui les différences qu'il y avait à l'époque entre le Parti communiste et François Mitterrand, ça n'a pas empêché qu'il y ait un accord de gouvernement. Vous voyez même cet exemple de la NUPES. Vous savez bien qu'ils ne sont pas d'accord sur tout, et pourtant le Parti socialiste a été capable de se mettre à la table avec les écologistes. Ça a sauté. Oui, d'accord. Mais il y a d'autres coalitions par le passé. De toute façon, c'est simple. Il n'y a jamais eu aucun parti qui est arrivé aux affaires dans ce pays sans coalition. Ça n'est jamais arrivé. Donc je crois que. Non, mais attendez, qu'on soit clair, ça veut dire Marine Le Pen, présidente, vous pourriez être sa ministre, voire sa première ministre ? La question ne se pose pas à l'heure où on parle. La question, déjà, c'est de savoir ce qu'on est capable de faire au Parlement européen. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que de ce résultat aux élections européennes va dépendre la recomposition de la vie politique et de la droite dans les années à venir. Parce que si Reconquête est fort, ça veut dire que Reconquête incarne une offre incontournable. Et si Reconquête incarne une offre incontournable, ça veut dire que donc les conditions de la coalition seront évidemment favorisées. Et c'est tout ce que je souhaite, bien sûr, d'ici 2027. Merci Marion Maréchal. Alors vous restez avec nous. Je vous propose d'accueillir notre deuxième invité, notre invité livre pour le livre de la semaine. France Inter. Question politique. Karine Bécard. Bonjour Christophe Bourseiller. Bonjour. Ou rebonjour en fait pour nous. Oui. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Questions politiques. Alors il y a beaucoup de livres qui sortent en ce moment sur le thème de la colère. On a décidé de choisir le vôtre, Christophe Bourseiller, parce qu'on vous connaît bien sur France Inter. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, dont La France en colère, colère avec un S, que vous venez de publier aux éditions du Cerf. Tous ces livres, donc, je le disais, sur la violence, sur la colère des Français, cette nouvelle crise agricole, cette fois qu'on a observée, dont on a beaucoup parlé, qu'on a observé ces 15 derniers jours. Ça veut dire quoi tout ça ? Est-ce que nous sommes dans un pays de plus en plus souvent et de plus en plus violemment en colère ? Ah oui, nous sommes dans un pays qui est dominé par des crises de colère de plus en plus régulières, puisque observant les mouvements extrémistes et les surgissements sociaux depuis de nombreuses années, j'ai constaté qu'il y avait un resserrement de l'écart entre les différentes crises sociales. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, vous avez eu mai 68, après vous avez eu la crise de la sidérurgie en 79, vous avez eu 86, les grandes grèves, 95. Voilà, on a l'habitude quand même des révolutions, des crises, des grèves. Des grands moments historiques comme ça, mais toutes les 10 ans à peu près. Et à partir de 2010, vous avez les grandes grèves de 2010, puis les grèves de 2016 contre la loi travail, puis les gilets jaunes en 2018-2019, puis la lutte contre la réforme des retraites en 2023, avec en plus plein de soulèvements intermédiaires. Donc oui, il y a un sentiment d'injustice très fort et beaucoup de colère. Alors après, ce que j'observe et qui pour moi est important, c'est de voir une baisse de niveau général. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, les colères étaient très souvent placées sous l'auvent de grands penseurs. Il y avait des projets politiques derrière, alors qu'aujourd'hui, ce sont beaucoup des mouvements de colère plus ou moins aveugles, c'est-à-dire des gens qui veulent tout casser, qui veulent tout détruire, qui veulent marcher sur l'Élysée, chasser Macron et pourquoi pas le guillotiner, mais qui n'ont aucune idée de ce qui mettrait si Macron quittait l'Élysée. Donc finalement, les points en commun entre tout ça, c'est quoi ? C'est la rage ? C'est le manque de considération ? C'est une rage qui peut être très inquiétante parce que c'est une rage qui pour l'instant n'est pas médiée par des idées. Et je suis dans l'attente personnellement d'un grand projet alternatif, d'une idée forte qui pourrait justement donner du sens à ces colères, parce que une colère n'est fructueuse ou fertile que si elle est dépassée, que si on vous dites dans votre livre qu'elles sont stériles en fait finalement. Toutes ces colères. Vous dites dans votre livre qu'elles sont un peu stériles en fait au final toutes ces colères. Aujourd'hui, beaucoup de ces colères sont stériles dans la mesure où elles révèlent un nihilisme inconscient. C'est pas le cas de la crise des agriculteurs. Dans le cas de la crise des agriculteurs, on a beaucoup parlé de tout de suite, dès que ça a démarré, de gilet jaunisation possible, un terme assez nouveau.
Et en fait, pas du tout, parce qu'il s'est révélé qu'il y avait effectivement une vraie colère, une vraie détresse des agriculteurs au départ, mais qu'ensuite le conflit a été totalement encadré par des syndicats et c'est devenu un conflit social relativement classique avec la pression des syndicats sur le gouvernement, les négociations futures, enfin les revendications complexes qui ont été mises en avant, mais on n'est pas du tout dans un processus de gilet jaunisation. Quand on prend l'exemple des révoltes sociales récentes, que ce soit les plus incontrôlables, que ce soit les gilets jaunes ou avant, en 2013, les bonnets rouges, on voit bien que dans les deux cas, il y a eu quelque chose qui a échappé à l'emprise syndicale et toutes les couches de la population qui sont agrégées spontanément à ces colères. Là, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que là, il y a eu quelques soutiens de quelques camionneurs, quelques taxis, quelques pêcheurs. Mais ça n'a pas pris. Mais les salariés sont restés de leur côté. Il n'y a pas eu de convergence des colères, si vous voulez. Il n'y a pas eu de convergence des luttes, effectivement. Marion Maréchal, vous la regardez comment, en fait, cette France en colère? Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec ce que dit Christophe Bourseiller? Est-ce que vous donnez le sentiment, en tout cas, de l'observer, de la surveiller et même de vous y faufiler? C'est ce qu'on a vu avec la crise des agriculteurs. Qu'il y ait une colère et qu'on puisse analyser sociologiquement cette colère, c'est votre travail et je vous rejoins là-dessus. Maintenant, dans la façon dont vous le présentez, j'ai l'impression que vous présentez ça comme une forme de colère illégitime ou en tout cas un peu pas très jolie, quoi. Voilà, à partir du moment où il n'y a pas des grands penseurs derrière et une doctrine révolutionnaire pour l'homme nouveau, ce serait en tout cas pas négligeable, mais en tout cas pas très respectable, voilà. Très dangereux. Pas très respectable. Oui, enfin, on a connu d'autres révolutions avec parfois des doctrines très élaborées qui n'étaient pas moins dangereuses et qui ont entraîné pas moins de drames et pas moins de morts. Ce qui est juste, c'est qu'il y a une incapacité à créer un autre modèle de société. Moi, je vois pas de la rage. Je vois avant tout du désespoir et le désespoir des agriculteurs, mais même le désespoir des Gilets jaunes, un sentiment de déclassement et qui ne trouve pas de réponse politique. C'est-à-dire que c'est ça le paradoxe, c'est qu'on a le sentiment que les diagnostics sont faits et souvent bien faits d'ailleurs par les uns et les autres, mais que derrière il n'y a jamais de solution qui est apportée. Et il y a un sentiment de déclassement à tous les niveaux. Enfin, je veux dire, parce que on parle beaucoup de l'économie, mais le mal-être en France, il vient aussi du fait qu'aujourd'hui, il y a une explosion de l'insécurité à tous les niveaux. Il y a une baisse des revenus et un sentiment de ne pas réussir à joindre les deux bouts. Il y a le sentiment d'une perte de contrôle total sur les questions migratoires et donc identitaro-culturelles. Et donc, il y a un sentiment de dépossession et de désespoir. Ma crainte, c'est quand même de voir ces colères être récupérées par les mouvements populistes et les grands partis populistes qui, aujourd'hui, à mon avis, prospèrent. Vous êtes un cas particulier. Si vous voulez qu'on fasse de l'analyse précise, il y a le populisme, c'est un ensemble de courants qui ont surgi depuis les années 1990. Il y a un populisme assez, on pourrait dire, entre guillemets, un peu pur, qui est celui de Marine Le Pen, qui dit le peuple contre les élites et qui tente de se positionner dans le ni droite ni gauche. Reconquête n'est pas assez clair. Plutôt dans la droite de la droite. Donc c'est un peu différent. Alors évidemment, ce sont des idées d'extrême droite qui ont incubé à l'extrême droite et qui ensuite se répandent dans des partis comme le vôtre et vous répercutez ces idées-là. Mais enfin, évidemment, oui, pour moi, les partis populistes sont des partis qui effectivement expriment plus de l'affect que la réalité d'une théorie politique. Moi, je réfute ce terme d'extrême droite parce que l'extrême droite, c'est l'anti-parlementarisme, notamment, et je ne m'inscris en rien dans l'anti-parlementarisme ou l'autoritarisme. Non, mais voilà, je rebondis là-dessus. Mais vous jugez populiste ou pas, pour reprendre ce qui est en train d'être dit? Alors le populisme, vous avez raison, le populisme, c'est quoi? C'est le leader charismatique, le peuple contre les élites et l'idéalisation, si je peux dire, de la souveraineté directe plutôt que par le parlementarisme. Moi, je ne m'inscris pas là-dedans, donc non, je me reconnais pas là-dedans. Maintenant, je ne diabolise pas ce terme de populisme en ce sens que si c'est entendre la voix du peuple et essayer d'y répondre, je trouve pas ça illégitime. Maintenant, je voudrais préciser une chose. Allez-y, Christophe Bourseiller. Par exemple, Marine Le Pen ou Marion Maréchal, je ne les considère pas comme précisément d'extrême droite. C'est parce que j'ai essayé de poser un cadre scientifique et expliquant qu'un extrémiste, c'est quelqu'un qui lutte pour un changement radical de société et qui veut y parvenir par la violence. Donc là, on n'est pas
pas. Donc elles ne sont pas suffisamment radicales. On n'est pas dans ce cas de figure-là, mais par contre, ce que j'observe avec les mouvements populistes ou nationaux populistes, comme certains chercheurs les ont appelés, le Conseil d'État, c'est le recyclage de théories qui ont incubé à l'extrême droite. Par exemple, je vous ai entendu parler tout à l'heure de remigration. Le terme de remigration est apparu dans le courant nationaliste révolutionnaire dans les années 1990. Alors, je me permets quand même avant de se répandre dans la droite de la droite. Mais le Conseil d'État, récemment, il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois, ou enfin il y a moins d'1 an, a considéré, a redit très officiellement que le Rassemblement national, c'était pas la question, ce n'était pas sur Reconquête, mais que le Rassemblement national était un parti d'extrême droite. Oui, mais ça après, moi ça ne me dérange pas. Si vous voulez, moi j'essaie d'avoir une posture scientifique. Je peux comprendre que dans un débat politique, il soit plus simple de qualifier d'extrême droite des gens qui vont diffuser au dehors des idées qui ont incubé précédemment dans les mouvements d'extrême droite. Ça ne me gêne pas, mais j'essaie simplement moi dans mon travail d'être précis. Et d'ailleurs, je dirais que si je dis que le RN n'est pas d'extrême droite, je dirais en même temps que LFI n'est pas d'extrême gauche, puisque je m'en tiens à cette définition. Vous avez 30 secondes, mesdames. Ce qui est intéressant, c'est effectivement la colère et la capacité de récupération de certains partis, mais l'idéalisation et l'idée qu'il puisse y avoir un modèle alternatif n'existe pas. Voilà, ça c'est ce qui est bien dit. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Dernière, j'ai 1 seconde et demie. Exactement. Est-ce que vous considérez qu'il y a une espèce de complaisance vis-à-vis de ces mouvements-là, comme quand on dit Gaulois réfractaires, c'était marrant de voir des gens. Oui, non. Oui, il y a une forme de complaisance parce qu'il y a une forme d'idéalisation et puis il y a surtout une espèce de colère flottante. De romantisme là-dedans. Il y a un romantisme de la colère, de la rage, de la révolte. Allez, on finit sur ça. Vous êtes d'accord? C'est un nihilisme inconscient. Merci à tous les deux. Merci Christophe Bourseiller. Le titre de votre livre, La France en colère, je le redis avec un S, et c'est aux éditions du Cerf. Merci Marion Maréchal d'être venue sur le plateau de Questions Politiques. Merci à toute l'équipe et en particulier à Fabienne Lemoyle et à Maury Baucher. Belle fin de week-end et on vous dit à la semaine prochaine.